Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Voici les grandes lignes de ce journal. Le ministre des Finances et du Budget a rencontré ses collaborateurs et les responsables des structures sous sa tutelle. L'objectif, c'était de faire le bilan de l'année 2024 et fixer les priorités pour 2025. Au programme, réforme des finances publiques et dialogue renforcé avec le secteur privé. Jean-Luc Gbangbo et Ngata Kwame nous en diront plus. Dernière ligne droite avant le lancement des opérations techniques du programme de renforcement de la sécurisation foncière. Avant ce grand saut, la Banque mondiale, principal bailleur, a mené une mission d'évaluation pour s'assurer de la bonne préparation du projet. Quelles sont les conclusions? Éléments de réponse dans quelques minutes avec Lanciné Bakayoko. Et puis, le Soudan, une fois de plus, endeuillé. Un marché d'Omdurman a été frappé par un bombardement meurtrier. Bilan, 54 morts et plus de 150 blessés et une attaque attribuée aux forces de soutien rapide qui jettent pourtant la responsabilité sur leurs adversaires. Retour sur ce drame qui aggrave encore la crise soudanaise. Je vous fais tout d'abord lecture de ce télégramme officiel adressé à son Excellence M. Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne. Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion et une grande tristesse que j'ai appris le décès survenu ce samedi 1er février 2025 de M. Horst Köhler, ancien président de la République fédérale d'Allemagne. Je salue la mémoire de ce grand ami de la Côte d'Ivoire qui a marqué de son empreinte l'économie internationale en tant que président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement de 1998 à 2000, puis directeur général du Fonds monétaire international de 2000 à 2004. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre exprimer à votre Excellence ainsi qu'au peuple allemand l'expression de notre solidarité et celle de notre profonde compassion. Je prie en outre que votre Excellence de bien vouloir transmettre à la famille de l'illustre disparu nos condoléances les plus attristées. Très haute considération signée d'Ahmed Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Recevons jeudi dernier au plateau ses proches collaborateurs ainsi que les responsables des différentes structures placées sous sa tutelle. Le ministre des Finances et du Budget a levé un coin de voile sur les principaux défis qu'il entend relever pour l'exercice 2025. Cette rencontre a surtout été l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur l'année 2024 afin d'apprécier les progrès accomplis. On en sait plus avec ce compte-rendu de Jean-Luc Gbangbo et Ngata Kwame. Faire le point des acquis de 2024 et définir les priorités pour 2025. C'était l'objectif de cette rencontre entre le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, et ses proches collaborateurs, responsables de structures placées sous sa tutelle. Une occasion pour le ministre de rappeler les progrès accomplis et d'esquisser les défis à relever. Nos efforts de gestion des finances publiques ont permis de poursuivre la dynamique de consolidation budgétaire amorcée depuis 2022 avec un déficit budgétaire qui est passé de 6,2% du PIB en 2022 à 5,8% en 2023 et qui devrait ressortir à 4% en 2024. En plus de la stabilité macroéconomique, plusieurs réformes ont été menées avec succès, consolidant ainsi les bases d'une croissance durable. L'objectif principal au titre des recettes est d'atteindre un taux de pression fiscale de 15,4% en 2025 contre 14,4% en 2024 avec un montant total de recettes fiscales à mobiliser de 8 761,3 milliards de francs CFA. Quant à la mise en œuvre de la réforme des finances publiques, qui constitue la deuxième priorité, il importera de maintenir le cap par la réalisation des actions définies au titre de la gestion 2025 dans le plan de réforme des finances publiques 2022-2024 étendu à l'exercice 2025. Des mesures seront donc prises pour garantir une exécution budgétaire optimale et attirer davantage d'investissements privés. 2025 s'annonce comme une année d'enjeux majeurs pour le ministère des Finances et du Budget. Avec des bases solides, les réformes engagées devront être consolidées
pour maintenir la dynamique de croissance et renforcer la confiance des partenaires économiques. Un reportage signé Jean-Louis Gbangbo et Ngata Kwame. L'université est un creuset du savoir, un lieu de transmission et de production de connaissances. Pourtant, combien d'enseignants voient leurs recherches et leur savoir se perdre avec le temps, faute de publications accessibles? Pour que plus jamais un maître ne laisse ses disciples sans héritage, et c'est le credo des EDUCI, les éditions universitaires de Côte d'Ivoire, une structure dédiée à la promotion des enseignants à travers leurs œuvres. Mais que sait-on réellement de cette initiative? Pourquoi en entend-on parler seulement maintenant? Et surtout, comment les enseignants peuvent-ils en bénéficier? Je reçois aujourd'hui professeur Aka Lokakatié pour en parler. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Professeur Aka Katié donc est le directeur des éditions universitaires de Côte d'Ivoire. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Et EDUCI, ça se passe bien? Vous existez depuis bien longtemps. Hein? EDUCI se passe bien. Au départ, les publications universitaires qui ont muté en presse universitaire de Côte d'Ivoire, mais pour certaines raisons, on a été obligé plutôt de mettre presse universitaire de Côte d'Ivoire, de mettre édition universitaire de Côte d'Ivoire pour que nous puissions faire valoriser nos œuvres et pouvoir vendre les œuvres que nous produisons. Et ça fait beaucoup de changements, vous nous l'expliquerez hein, dans le détail tout à l'heure. fait. Dans 30 minutes. Merci beaucoup. Merci, professeur. À tout à l'heure. Poursuivons donc ce journal avec un coup de filet des forces de l'ordre à Bouna dans la nuit de mardi dernier. 6 camions remplis de marchandises de contrebande en provenance du Ghana ont été interceptés. Une opération menée grâce à la vigilance du Comité national de lutte contre la contrefaçon et des gendarmes sur place. Une saisie qui témoigne de la lutte continue contre l'économie parallèle. Un véritable fléau pour le commerce légal. Herman Niamien nous en dit plus. Ces camions au nombre de 6, stationnés dans les locaux de l'escadron de Bouna, ont été saisis par la brigade de gendarmerie de Bouna. En provenance du Ghana, ils transportaient des produits prohibés de contrebande et de contrefaçon. C'est sur la base des renseignements fournis par les éléments du Comité national de lutte contre la contrefaçon qu'ils ont été saisis. Les produits sont pour la plupart des médicaments, des produits phytosanitaires, des articles plastiques, du matériel de construction, des cartons de cigarettes et bien d'autres articles. On invite donc la population à beaucoup plus de vigilance dans le cadre de l'utilisation des produits de contrefaçon. Par exemple, pour les médicaments qui ont été saisis, nous avons noté que les dates de péremption de la plupart des médicaments étaient déjà dépassées. Et nous incitons donc aussi la population à collaborer dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon. Les camions ont fait leur entrée à Bouna par le quartier Ballon Park en prenant soin de passer uniquement dans des rues plongées dans l'obscurité. À la vue des éléments de la gendarmerie postés dans ces rues, les conducteurs et apprentis des camions ont pris la fuite, abandonnant les véhicules et leurs cargaisons. Les forces de sécurité ont été lancées à leur trousse et une enquête est en cours pour démanteler tous les membres de ce réseau de trafic, a souligné le chef du parquet de Bouna, présent sur les lieux lors de cette opération. Les camions saisis ont été placés sous surveillance de la gendarmerie et déchargés en présence des autorités judiciaires, notamment le parquet ainsi que des représentants du Comité national de lutte contre la contrefaçon. Quant aux marchandises saisies, ils seront détruits selon les procédures en vigueur. Changement de décor, mais une autre situation qui suscite l'inquiétude. À Bouaké, une simple pièce de 500 francs CFA est devenue un objet de méfiance. De nombreux commerçants refusent désormais de l'accepter, alimentant des tensions dans les transactions quotidiennes. Alors, d'où vient cette méfiance? Et quels impacts pour les habitants? Boubacar Silla et Corona Soro ont enquêté. Je suis allée au marché avec 3 pièces de 500. Acheter les condiments pour pouvoir manger. Et la dame refuse de prendre les pièces de 500. Je suis allée faire transfert également. Ce sont les mêmes scénarios. Donc moi, je ne sais pas c'est dû à quoi. La pièce de 500 francs CFA est devenue un objet de frayeur. De nombreux opérateurs économiques refusent cette pièce de monnaie dans les transactions commerciales, la rendant indésirable auprès des populations. Ces phénomènes qui prennent de l'ampleur créent une atmosphère de méfiance et provoquent souvent des litiges. La pénurie
la monnaie de 500 a commencé à être trop élaborée dans la commune de Bouaké précisément. Parce que nous voyons que lorsque nous faisons des achats, des commerçants qui refusent de prendre la pièce. Or, on n'a pas reçu une information qui nous dit que les pièces sont interdites. Aucun opérateur économique n'arrive à justifier l'origine légale de ce refus. Pour moi, je ne vais pas prendre parce que quand on va sur le marché, on donne aux gens, les gens refusent. Donc si on prend, ça va rester dans notre main. On ne sait pas qui leur a dit qu'on ne prend pas les pièces de 500 francs. Quand tu leur donnes, elle ne veut pas partir avec. Bon, il n'y a pas de preuve que ça. Si tu dis qui a dit ça, on a attendu ça. Ceux qui acceptent par contre la pièce de 500 francs CFA, eux accusent les clients eux-mêmes en plus de rumeurs. Quant à moi, je prends. Mais quand je donne à les clients, ils refusent. Il y a une fois même, moi et une dame là, on a fait par là. Quand il est descendu, il m'a donné 1000 francs, il lui a donné 500 et elle a refusé. Nous-mêmes, on a besoin de monnaie. Si le client il vient avec les 500, nous on prend, on ne refuse pas. Pour certains, ce phénomène a débuté avec le refus des pièces de monnaie lisse, les pièces de 250 francs CFA, les billets mutilés, déchirés ou jugés trop sales. Progressivement, ce rejet s'est étendu à la pièce de 500 francs CFA, affectant divers secteurs d'activité, des petits commerçants au supermarché en passant par les marchés et le transport. Face à la situation presque alarmante et pour le maintien de la cohésion sociale, les responsables des commerçants accompagnés du président des consommateurs à Bouaké sensibilisent dans les marchés et gares routières. Le préfet a organisé une rencontre avec la BCAO et les banques et pour comprendre si vraiment il y avait une interdiction de l'utilisation des pièces de 500 francs. Il a été ressorti que nullement cette question n'a été mise sur la table. Donc les pièces de 500 francs sont bel et bien utilisées dans le circuit commercial. Pour le président des commerçants de Bouaké, cet état de fait profite à des personnes qui exploitent la situation à des fins personnelles. C'est une manière aussi d'affecter la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous rentrons dans une période très cruciale qui est la période électorale. Il ne faut pas que la population se laisse entraîner. Le mercredi 29 janvier, un communiqué signé du préfet de la région de Bouaké fait état de l'acceptation des pièces de 500 francs dans les transactions à Bouaké. Dans la même note, Thuo Fosier, par ailleurs préfet du département du Bouaké, rappelle que le retrait des pièces de monnaie ou des billets des banques incombe à un communiqué officiel des instances de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. À cet effet, aucune déclaration n'a été produite par la BCEAO. Bouaké, la phobie de la pièce de 500 francs, un document signé Boubacar Silla et Corona Soro de la station régionale RTI Bouaké. Et pendant ce temps, la question du foncier continue d'être au cœur des préoccupations. Avant le démarrage des opérations techniques du programme de renforcement de la sécurisation foncière, la Banque mondiale, principal bailleur, a mené une mission d'évaluation. L'objectif, c'est de s'assurer que tout est en place pour une mise en œuvre efficace dans les 16 régions concernées. Explication avec Lanciné Bakayoko. Au-delà des tests légaux et réglementaires ou même du recrutement des personnels dédiés et avant le démarrage du projet, les envoyés de la Banque mondiale ont pu découvrir d'importants outils d'optimisation de la sécurisation foncière rurale, notamment le guide pratique de référence pour la conduite d'opérations intégrées, telles l'ingénierie socio-foncière, la délimitation des territoires villageois, la certification foncière et la contractualisation agréée. La tâche qui s'annonce est lourde. Le défi, c'est d'en produire 500 000 certificats avant la fin 2029. L'AFOR a mis au point des outils informatiques beaucoup plus performants, plus efficaces, plus rapides, de couvrir plus de terrain en moins de temps. C'est pour ça qu'on est assez satisfait et qu'on voit que les choses se mettent bien en place pour l'avenir. Ces résultats probants sont à l'actif de l'Agence foncière rurale qui a adopté des innovations technologiques efficaces et une approche systématique d'enregistrement des droits sur les terres rurales. Laquelle approche permet d'accélérer et de prendre en compte de façon exhaustive l'ensemble des parcelles foncières et des ayants droit d'un même village ou d'une sous-préfecture. Nous sommes en train de réussir un pari et de faire encore de la Côte d'Ivoire une excellence dans notre domaine, la circulation foncière rurale. C'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas se complaire dans un satisfecit de quelques mois. Nous devons tenir la barre et continuer. Au niveau de l'employabilité notamment, le Presfort va renforcer les compétences de milliers de jeunes dans les secteurs de la géomatique, du foncier et du BTP. Le programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale, qui s'étend de 2024 à 2029,
c'est 16 régions. Ces régions couvrent 52 départements, 218 sous-préfectures et 3353 villages. Après des décennies de service dans l'administration, l'heure est aux hommages. 9 agents du ministère des Affaires étrangères viennent de faire valoir leur droit à la retraite après plus de 20 ans de service. Une cérémonie d'hommage leur est donc dédiée pour saluer leur engagement au service de la diplomatie ivoirienne. Un moment chargé d'émotions. C'était en présence de Carmel Dia et Hervé Imbois. 9 agents du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur s'apprêtent à prendre leur retraite après plus de 20 années de service. Pour marquer cette étape, le syndicat du personnel administratif et technique leur a rendu un hommage, saluant leur engagement et leur dévouement. C'est la conclusion d'un long et passionnant parcours du fonctionnaire et agent de l'État. Chaque échange a été pour nous une occasion d'apprendre et de grandir. Nous sommes impatients de commencer un nouveau chapitre de notre vie, de consacrer plus de temps à nos familles. À cette tribune, le représentant de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a salué cette initiative et a souligné l'importance de reconnaître le travail accompli par ces agents. Je voudrais remercier infiniment ceux auxquels nous rendons hommage aujourd'hui. Ceci pour les bons et loyaux services rendus à la nation tout entière. Madame le ministre d'État est à la manœuvre pour que, par le dialogue social, les responsables administratifs se rapprochent des responsables syndicaux pour une paix sociale durable nécessaire au développement de notre pays. Après cet hommage bien mérité, ces retraités tournent une page et passent le flambeau à la nouvelle génération. Et tout comme ces nouveaux retraités, les étudiants d'Abidjan ont également bénéficié d'une attention particulière. Le CROU Abidjan 1 a lancé une initiative sociale et administrative pour améliorer leurs conditions de vie sur le campus. Entre consultation médicale et enrôlement pour la carte nationale d'identité, l'objectif est d'offrir aux étudiants un accompagnement adapté à leurs besoins. Reportage Constant Kokora et Sephora Zeki. Améliorer la santé des étudiants de plus en plus confrontés à des pathologies en raison de leurs conditions de vie sur le campus est l'objectif principal de la première édition de l'opération d'action sociale et administrative du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1. Notre satisfaction de ce matin, c'est l'accompagnement d'institutions telles que le Centre national de transfusion sanguine qui rend aujourd'hui l'université en institution citoyenne a l'effet d'apporter le concours des étudiants à la solidarité nationale. Les acteurs de l'écosystème santé et éducation saluent l'initiative qui apparaît comme une bouffée d'oxygène auprès de la communauté estudiantine. Représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Vamara Touré, le chef de cabinet, souhaite que cette action s'étende aux autres universités nationales. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de mettre l'accent sur les actions sociales. Nous avons reçu 3 entités importantes de notre nation. Et ils sont venus pour aider, c'est le plan social, aider nos étudiants, le personnel et tous ceux qui sont dans le besoin. Don de sang, dépistage, vaccination, distribution de matériel informatique et enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité sont entre autres les activités qui ont meublé cette journée. Et puisqu'on parle de santé, direction d'Abakala, où les agents de l'hôpital général ont mené une vaste sensibilisation aux dons de sang, une initiative essentielle pour pallier la pénurie de poches de sang et sauver des vies. Les populations ont-elles répondu à l'appel? C'est ce qu'on va voir maintenant dans ce reportage signé Gervais Kwasi et Corona Soro. L'hôpital général de Dabakala, dans la région du Hambol, est confronté à une pénurie de sang. Nous sommes en insuffisance de sang, ce qui fait que chaque fois on est obligé de référer nos patients, surtout les enfants de 0 à 5 ans, au CHU de Boaké. Nous sensibilisons nos parents, les leaders communautaires, les leaders religieux, pour qu'ils sachent que le sang n'est pas produit, le sang est naturel, se donne. Pour que la banque de sang éventuellement mette à la disposition des structures sanitaires en cas de besoin.
c'est pour leur dire, quand on ne donne pas le sang, on ne peut pas en avoir. Eu égard au manque du liquide hautement précieux et vital, les agents de l'hôpital général, pour leur première activité au titre de l'année 2025, ont organisé une campagne de don de sang et les plus nombreux à répondre à l'appel ont été les élèves. Il était important pour nous d'organiser une telle séance en vue de réduire la mortalité à notre niveau. C'est à cœur joie que les donneurs se sont fait prélever un peu de leur sang pour sauver des vies. La vie se trouve dans le sang. Et en donnant le sang, c'est comme donner une vie à quelqu'un qui en a besoin. Lorsque tu donnes le sang, tu sauves des vies. Il y a des gens qui sont couchés là-bas qui en ont besoin et qui n'en trouvent pas. Donc, en donnant ça gratuitement, tu peux sauver au moins une vie. Mes amis, je vais les sensibiliser que plus tu donnes ton sang, c'est bon. Les spécialistes de la santé disent compter sur les populations de la ville fondée par le patriarche d'Aba pour faire du don de sang une vertu, car cela y va de la suivi de tous, ont-ils insisté. Et toujours dans le domaine du social, l'organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique, l'OASA, a volé au secours des familles en difficulté au CHU de Treichville. Grâce à des dons de vivres, ces familles vulnérables ont reçu un appui précieux dans un contexte économique compliqué. Une action qui vise à renforcer la solidarité envers les plus démunis. David Soyo nous en parle. Le bureau OASA ouvre ses portes aux personnes vulnérables et parents de malades. L'organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique offre des vivres composés de riz, d'huile et de pâtes alimentaires à une trentaine de familles défavorisées. Avec ces temps très difficiles, je dis merci à l'ONG OSA qui s'est encouragé qu'il le fasse le plus souvent. J'ai une mère malade qui est hypertendue, qui est à la maison, et j'ai des enfants aussi, que ce don va vraiment nous aider. À travers ce geste, l'organisation humanitaire, créée le 28 novembre 1990, entend apporter un peu de réconfort aux personnes en situation de vulnérabilité. Chaque jour que Dieu fait, nous faisons l'effort de tendre la main aux personnes les plus vulnérables. Parce que les conditions sont difficiles en Afrique, et puis il y a des familles qui traversent des moments très difficiles. Et nous, à notre niveau, en tant qu'une structure humanitaire, nous accompagnons la politique du gouvernement pour soulager la population sur le plan social, sur le plan humanitaire. Parce que vous savez que le gouvernement ne peut pas faire tout à la fois. Mais si chacun apporte sa contribution, je pense que ce sera l'idéal. L'organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique envisage également des opérations terrain pour tendre la main à plus de 300 familles en difficulté. Parlons maintenant d'initiatives économiques locales avec l'Assemblée générale du groupe avec Zazo Plus à Bouaké. Grâce à la mise en commun des ressources et à des projets d'entraide, ces groupes communautaires ont réussi à mobiliser plus de 61 millions de francs CFA en 2024. Un bilan encourageant qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour 2025. Djeneba Ouattara, Charles Tatou, RTI Bouaké. Les locaux du centre culturel Jakaka en effervescence et pour cause. Le groupe de danse Zazo Plus, composé d'hommes et femmes, est transformé en association d'entraide et de valorisation communautaire. Scindé en 9 groupes, tenait les travaux bilans de ses activités génératrices de revenus. Chants et danses traduisaient également la joie pour les résultats de leur petit groupement avec qui ont pu réaliser plus de 60 millions de francs CFA au titre de l'année 2024. Nous, on se dit, à travers notre association, on peut présenter un bilan qui montre que ces femmes, qu'en faisant des groupements avec, elles peuvent venir prendre des crédits. On demande à les partenaires de nous accompagner pour que l'alphabétisation puisse avancer les femmes à leur autonomisation. Parrain de cette Assemblée générale ordinaire, le ministre Amadou Koné, maire de la commune de Bouaké. Sa représentante encourage l'initiative. Ce que nous venons de voir est magnifique. Que Zazo soit un exemple d'autonomisation pour les femmes. Aujourd'hui, Bouaké, c'est Bouaké nouveau. Il faut qu'il y ait des actions dans ce sens-là pour qu'il y ait eu vraiment un changement. Alphabétisation, formation et renforcement des capacités. De même, encadrement des nouveaux groupes, production de manioc, de maïs, du maraîcher, de riz pour chaque groupe, puis construction de marchés de vente de produits vivriers sont, entre autres,
les perspectives 2025 des Azou+. Les 9 avec des Azou+ enregistrent un total de 364 membres. L'autonomisation passe aussi par la cohésion sociale. À Biancoumane, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'association Dames de la Paix œuvre pour la stabilité et le développement de la région. À travers des activités génératrices de revenus, ces femmes montrent que l'émancipation économique et la paix vont de pair. Christ Ephraim Diomandé et Didier Nguesson nous racontent l'initiative. Amener les femmes de toutes les localités de Biancoumane dans la région du Tongbi à entreprendre afin d'améliorer leurs conditions de vie et de bien-être. C'est le combat de l'Union des femmes pour le développement et la paix de Biancoumane qui effectue sa sortie officielle ce jour. Nous avons décidé de nous organiser en vue d'apporter notre contribution à établir la paix, gage de tout développement durable. Notre objectif réel est d'atteindre l'épanouissement de toutes les femmes du département de Biancoumane. Un engagement qui acquiert l'adhésion du parrain et des cadres de la localité disposés à les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Tout ce qui est sorti comme proposition, tout ce qui est sorti comme doléance, nous allons les porter à nos frères et sœurs cadres. Nous sommes présents aux côtés des populations pour que nous puissions nous imprégner de leur réalité, les accompagner dans leurs projets qui contribuent à leur épanouissement. Créée en 2005, l'Union des femmes pour le développement et la paix de Biancoumane compte sensibiliser toutes les femmes et jeunes filles du département afin de faire d'elles des actrices du développement local à travers des activités génératrices de revenus. Elles pourront ainsi sortir de la précarité et booster l'économie du département de Biancoumane. Et sur le plan spirituel, la paix est aussi à l'ordre du jour. Le sommet national de prière pour la paix et des élections apaisées en Côte d'Ivoire s'est tenu sous le thème « Pour l'amour de la Côte d'Ivoire, je ne me tairai point ». Une rencontre marquée par la ferveur religieuse et la volonté des leaders de prier pour la stabilité du pays. Les précisions d'Abou Sanogo. Le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire et les églises ABMC, Alliance biblique et missionnaire du Côte d'Ivoire, ont prié en communion pour la paix et pour des élections apaisées. Ainsi, l'intention portée par ce sommet national de prière est d'exhorter les leaders religieux à travailler ensemble pour la promotion et la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de troubles, nous voulons que tout se passe très bien. Et c'est par la prière, ça sera géré. 2025, c'est une année spéciale et le corps de Christ veut prendre le devant, n'est-ce pas, pour élever des prières en faveur de notre nation. Louanges et adorations ont meublé ce sommet, soutenu par des messages des leaders religieux. Nous sommes là pour imposer la paix. Nous sommes venus prier afin que la Côte d'Ivoire, qui connaît une prospérité, continue de s'élever et de se développer. Quand nous élevons la voix, Dieu nous écoute. C'est pourquoi nous retrouver ensemble et porter la voix pour que la Côte d'Ivoire soit non seulement un pays de paix, mais un pays développé, un pays leader. La prière du chrétien est d'autant plus efficace lorsqu'elle est faite unie, lorsqu'on est fait main dans la main. La Bible dit si deux personnes s'accordent, tout ce qu'elles vont demander au Seigneur, il va le leur accorder. Comme l'indique le thème, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, je ne me tairai point. Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, a encouragé le Conseil des apôtres et les églises ABMC à continuer de fléchir les genoux pour prier avec persévérance pour la paix et des élections apaisées. La victoire de ces élections, c'est la convivialité, la fraternité et la paix. Et que ces entités-là aient pris l'engagement, la décision de prier pour la Côte d'Ivoire ne peut que me réjouir et je leur dis merci. Le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire et les églises Alliance biblique et missionnaire œuvrent au bien-être des hommes et des femmes à travers l'Évangile. La paix aussi au Soudan parce que sur place, un marché du quartier d'Omdurman dans la proche banlieue de Khartoum a été la cible d'un bombardement. Un bombardement hier samedi. Selon le ministère de la Santé, l'attaque attribuée aux forces de soutien rapide a tué 54 personnes et fait 158 blessés, provoquant la panique dans l'un des derniers hôpitaux en fonction de la ville. Les images diffusées sur les réseaux sociaux hier montrent des dizaines de
blessés et des sacs mortuaires qui s'entassent dans la cour d'un hôpital. Et selon des témoins, les obus qui se sont abattus sur ce marché provenaient de zones contrôlées par les forces de soutien rapide à l'ouest. Ces dernières démentent. Dans une rare apparition vidéo, le chef des FSR a affirmé que lui et ses hommes qui ont subi des revers militaires dans les semaines passées avaient déjà expulsé les forces loyalistes de Khartoum et qu'ils les en expulseront à nouveau. La tension monte sur le front commercial alors que Donald Trump a mis sa menace de guerre commerciale à exécution hier samedi en imposant 25% des droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique et 10% supplémentaires à ceux déjà existants sur les produits chinois. Ottawa et Mexico ont aussitôt annoncé répliquer en s'en prenant aux 3 principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Le président américain affirme vouloir les forcer à agir pour diminuer le trafic de fentanyl et les arrivées de migrants illégaux sur le territoire américain. Alors qu'Ottawa va imposer en représailles des droits de douane sur certains produits américains dès le 4 février, Mexico dit vouloir suivre le même chemin. La présidente mexicaine fustige également une calomnie après que Donald Trump a accusé son gouvernement d'entretenir des liens avec les cartels du narcotrafic. Quant à la Chine, elle promet de prendre des mesures correspondantes et affirme vouloir déposer plainte contre Washington auprès de l'OMC. C'est l'heure du magazine du dimanche. Mon invité m'a rejoint en plateau, c'est professeur Aka Luka-Katié, le directeur des éditions universitaires de Côte d'Ivoire. Merci encore, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Ce que je vais vous demander tout de suite, c'est, monsieur Aka, professeur donc, que signifie exactement le concept édition universitaire de Côte d'Ivoire? Édition Université de Côte d'Ivoire ou Presse Université de Côte d'Ivoire, c'est la structure qui permet de faire des revues, réaliser des revues scientifiques. Des ouvrages aussi. Des ouvrages, parce qu'un universitaire évolue, parce qu'il a produit des articles scientifiques qui sont publiés dans des revues scientifiques. Il évolue également parce qu'il a produit des livres et le système LMD actuel promeut la réalisation des livres à usage des étudiants. Quelles sont les missions des EDUCI, des éditions universitaires de Côte d'Ivoire, et pourquoi leur création a été nécessaire? Non, les éditions universitaires de Côte d'Ivoire... Leur mission, c'est quoi? De produire des livres, des ouvrages, de faire la promotion de l'université. C'est ça. Par la production des livres, d'ouvrages, de vulgariser les produits de la recherche au niveau de tout le monde. Par exemple, nous sommes en période préélectorale. Il est important que l'EDUCI montre qu'elle est présente et que des produits de la recherche peuvent être valablement utilisés pour ne pas qu'on parte un peu dans tous les sens. Et elles existent depuis quand pour qu'on en entende parler seulement maintenant? Tout a commencé par les publications de l'université. Dans le milieu universitaire, certainement que les EDUCI sont bien connus, mais pour le grand public, on n'en entend pas beaucoup parler. Oui, ça c'est vrai. C'est pour cela que nous sommes présents sur ce plateau et nous vous remercions de nous avoir invités. Justement, c'est pour qu'on sache que les éditions universitaires existent, que des travaux sont faits dans nos recherches, dans nos universités, et que ces travaux doivent être portés à la connaissance des populations, des politiques, pour qu'elles impactent positivement tout ce que nous faisons. Par exemple, quel que soit le milieu, par exemple le développement des communes, il y a des ouvrages qui ont été produits, il y a des articles qui ont été produits, il y a des colloques qui ont été faits, il y a des écrits qui existent. Demandez-nous et nous le dirons. D'accord, je vais vous demander. Quels sont vos acquis concrets à ce jour, à part bien entendu ce que vous venez de citer? Beaucoup d'ouvrages sur les colloques, beaucoup de revues scientifiques, beaucoup de livres que nous avons, que nous devons mettre, que nous mettons à la disposition de tout le monde. Il suffit de nous interroger. Demandez au président de l'université et vous dira. Cela peut vous permettre à tout le monde de pouvoir agrémenter certains travaux, certains écrits journalistiques. Je veux dire, par exemple, j'ai devant moi un papier, un colloque qui a été fait, ça date, mais depuis 2009, sur les médias et les crises en Afrique.
Je vous donnerai un exemplaire. Le rôle des médias dans les crises, ah, c'est oui. ça? Et vous verrez. Les médias, ils jouent un rôle comment? Ils tentent d'apaiser la conclusion. Ou alors c'est eux-mêmes qui... Non. Les médias sont une partie des crises. Une partie? Oui, une partie. Les hommes politiques peuvent exacerber les crises. Les médias aussi. Les médias aussi peuvent exacerber les crises en faisant de la désinformation. Si. Mettre de l'huile sur le feu. Mettre de l'huile sur le feu. Je vous invite à lire les résultats de ce colloque. Vous en avez un pour moi? Je vous en apporte un. D'accord. Si un enseignant souhaite publier aux EDUCI, comment il procède? Il nous envoie le livre, on en parle. Quand il nous donne un tapuscrit pour le publier, nous le faisons lire. Nous le faisons lire par un autre collègue. Parce que c'est un livre universitaire qui est là qui est fait pour la renommée de l'université, mais également de tout le pays. Le livre doit donc avoir un niveau de langage. Nous le faisons lire par un collègue qui fera les critiques qu'il faut. C'est un peu comme dans un article scientifique. Un article scientifique est toujours lu par un autre collègue qui en fait une analyse et les corrections. Les corrections, on vous les montre, vous en tenez compte et, in fine, lorsque les corrections qui ont été émises par le relecteur ont été acceptées, nous réalisons l'ouvrage. D'accord, ça c'est la procédure. Mais quels sont les critères de sélection des œuvres que vous publiez? Non, nous publions un peu le tout. Ce que nous ne publions pas, ce sont les romans. Les romans. Nous ne publions pas d'écrits politiques, de partis politiques, sauf si l'écrit est un essai universitaire. Mais nous avons décidé de ne pas faire de romans, parce que sur la place, il y a de brillantes maisons d'édition qui peuvent le faire. Par contre, les écrits universitaires, les essais, les colloques, nous les faisons. Est-ce que les EDUCI accompagnent les enseignants dans les processus d'écriture et même d'édition? Non, nous les accompagnons dans l'édition. Dans l'édition, mais pas dans l'écriture. Dans l'écriture, parce que chaque enseignant sait écrire. Ou alors, il a les outils pour écrire. Mais nous les aidons à améliorer parfois l'écriture. L'écriture. Oui. On dit souvent que les enseignants, les universités, ils n'écrivent pas beaucoup. Non. Cela, c'est... Non, je crois qu'il ne faut pas le dire comme ça. C'est vrai que nous avons pour nous... Et vous pensez qu'il existe une culture de l'écriture? Il faut qu'on donne la culture de l'écriture. Ah non, vous venez de dire qu'il ne faut pas que je dise comme ça. Et en même temps, quand vous dites il faut qu'on donne la culture de l'écriture, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Non, je ne dirais pas qu'elle n'existe pas. Elle n'est pas suffisante. Voilà. D'accord, donc on n'a pas la culture de l'écriture. C'est un peu... Est-ce qu'on peut le dire, finalement? C'est un peu comme lorsqu'on fait un système LMD. Qu'en amont, on n'a pas appris aux enfants à lire, on n'aura pas appris à faire de la recherche, qu'on fait le système LMD. Or, en fait, le système LMD repose sur deux choses, la lecture et les livres. C'est ça. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Ce matin, je discutais avec quelqu'un. Regardez les messages envoyés par les enfants. Je vais prendre un mot. Quand vous dites le mot « quand », qui s'écrit Q-U-A-N-D, quand on l'écrit en langage SMS, on écrit K-A-N. Aujourd'hui, avec les messages, nos élèves ne font plus beaucoup d'efforts. On pense que c'est ce qu'on dit qui doit être écrit. Et pourtant, il y a l'écriture, il y a la grammaire, il y a l'orthographe. Il y a des choses à revoir. Je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a une culture d'écriture au niveau de nos universitaires, de nos enseignants? On leur apprend à écrire. Donc, c'est que j'avais dit au départ que ça n'existe pas beaucoup. Je n'ai pas inventé. Pas du tout. D'accord. La lecture aussi, c'est un défi. Hein? C'est un défi pour certains. Comment vous encouragez le grand public à la lecture, justement? Parce qu'il ne s'agit pas que ça soit écrit. Il se trouve que nous sommes à un niveau où nous n'apprenons pas aux enfants à lire. Les enfants doivent apprendre à lire d'abord dans l'école primaire. Chacun de nous, parents, doit donner à son enfant l'amour de la lecture. Bien entendu. Mais vous, aujourd'hui, en tant qu'universitaire, vous êtes en train de demander à vos enseignants d'écrire, de laisser l'héritage à leurs disciples, c'est cela. Mais si la culture de la lecture n'existe pas, tout ce que vous allez écrire, ça va rester dans les tiroirs. S'ils ont appris à lire en amont, en aval,
ils sauront lire. Donc un autre de vos combats, justement, c'est de faire en sorte que le grand public s'intéresse à la lecture, peut-être en amont. Je ne sais pas comment vous allez... Non, je crois que d'abord, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, vous, la journaliste, moi je pense qu'il devrait y avoir des émissions où on va inciter les gens à lire. C'est la première chose. C'est la première chose. Qu'on apprenne aux gens à lire. Par exemple, nous venons de passer la fête des Noël. Apprenons à acheter des livres pour nos enfants. C'est important. Apprendre un enfant à lire tous les jours, c'est important. De dire aux étudiants, lisez, ayez des livres. C'est pour cela que Edouci dit, pour que plus jamais un maître ne laisse ses disciples en héritage. Parce que le système LMD, qui est en cours en Côte d'Ivoire, repose d'abord et avant tout sur les livres. Donc, un étudiant qui sait lire, il sait déchiffrer le livre qui est mis à sa disposition. Qui sait lire et qui aime lire. Oui. Lire et aimer lire sont deux notions complémentaires différentes. Tout à fait. Tout à fait. C'est cela. Les principaux obstacles que vous rencontrez dans la dispensation du savoir académique, c'est quoi? Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans votre mission, par exemple? J'ai dit la première, nos enfants n'aiment pas lire. La première chose. 2, ils ne savent pas faire la recherche. La recherche bibliographique. Parfois, en rigolant, je dis à mes étudiants que l'outil Internet n'est pas fait simplement pour s'amuser. C'est un outil qui nous permet d'aller rechercher les écrits pertinents et de les intégrer dans nos cours. Quand un enseignant fait un cours, il donne les mots-clés. À partir du titre, vous pouvez aller chercher les éléments. Aujourd'hui, l'enseignant n'est pas seulement dépositaire du savoir. Le savoir est partagé. L'étudiant peut aller chercher une partie du savoir et venir dire à son enseignant, voici ce que j'ai trouvé. Et quel peut être, selon vous, professeur, quel peut être, selon vous, l'impact de l'université sur la marche de la nation? L'impact est énorme. Je vais vous dire une chose. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de ce colloque. Voici un autre colloque qui a eu lieu. Commune ivoirienne, problème de développement et éléments de stratégie de communication. C'est pour toutes les mairies. Mais il suffit autre chose. Professeur, il ne suffit pas de les écrire et de les garder chez vous. Est-ce que vous en faites la promotion? Très belle question. La promotion est une chose qui coûte excessivement cher. L'université essaie de faire la promotion des ouvrages. Mais en fait, c'est vrai, je le reconnais, que l'université est un peu fermée. Et quand nous produisons des ouvrages, très souvent, c'est pour nos travaux de recherche. Et les travaux de recherche sont à trouver dans nos bases de données. C'est vrai que nous n'avons pas souvent fait la promotion de nos bases de données. C'est pour cela qu'on ne nous connaît pas. Et c'est pour cela que je me félicite d'être sur ce plateau pour dire à tout le monde que interrogez le président de l'université et vous dira ce que nous avons qui peut impacter positivement la vie de la nation. Parce que nous avons des choses qui peuvent permettre à nos gouvernants, à nos ministres, à tout le monde de trouver réponse à certaines questions, qui ont trouvé la réponse dans nos... Si vous organisez par exemple des journées portes ouvertes des EDUCI où tout le monde sera invité, on saura ce que vous avez dans vos tiroirs. C'est prévu. Par exemple. Très bientôt. Existe-t-il, selon vous, une volonté politique d'accompagner ou de valoriser la recherche de l'édition universitaire? Justement, le ministre a pris des arrêtés pour créer des presses universitaires dans toutes les universités. Je me réjouis de revenir aujourd'hui de San Pedro, où je suis parti pour, avec les collègues, parler des éditions universitaires de l'université San Pedro. Je le fais avec nos amis de Bouaké, je le ferai sans aucun doute avec nos amis de Korogo, de Bondoukou, avec Daloa, parce qu'il est important que les presses universitaires vivent, qu'elles soient renforcées, qu'elles impactent positivement la vie de la nation par les travaux de recherche, par la vulgarisation de ces travaux de recherche. 2025, c'est une année électorale. Est-ce que vous avez produit des revues, des ouvrages en rapport avec ce contexte? Les ouvrages vont être produits, je vais vous dire. 2025 vont être 2025, produits. non, On est déjà en 2025. Non, oui, mais il y a des thèmes qui sont importants. D'accord. Il y a des thèmes qui sont importants. Je vais vous prendre un exemple simple. Le discours politique.
le discours politique que tiennent nos hommes politiques. C'est important que... Des revues existent là-dessus. Non, oui. Des travaux existent. Des analyses des discours politiques existent. Seulement, le commun des Ivoiriens ne peut pas discerner dans un discours politique ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ce qui est du ressort du commun des individus, le non-dit des discours politiques. Parce que ce qui est important dans un discours politique, ce n'est pas le dit, c'est le non-dit qui est important. Mais très bientôt, et les collègues le savent, ils vont produire des ouvrages pour que notre population sache qu'attention, dans ce que disent les hommes politiques et dans ce que vous entendez, ce qui est important, c'est le non-dit du discours politique. Qui peut être bon, pas bon? Non. En règle générale, quand on le dit pour que ce soit bon. D'accord. Mais derrière ce qui est dit, qu'est-ce qui se cache? D'accord. C'est ce qui est important. 10 secondes. Quel appel vous lancez aux enseignants qui hésitent encore à publier leurs travaux? Moi, je les encourage à venir publier. Les éditions universitaires de Côte d'Ivoire sont leur maison. Il n'y a que aux éducis qui peuvent publier, qui peuvent décemment être payés par leurs droits d'auteur, qui peuvent publier des ouvrages qui peuvent être mis à la disposition des étudiants. Ils peuvent produire des ouvrages qui peuvent impacter positivement la vie de la nation. Merci. C'est important. Et je crois que, et c'est là que je vais terminer, je pense que pour les hommes politiques, pour tout le monde, si vous avez des questions, demandez au président de l'université de Cocody, il vous dira qu'est-ce qu'on peut vous donner pour accompagner vos discours. On viendra aussi à vos portes ouvertes, vos journées portes ouvertes. Je vous en prie, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup, professeur. On l'a compris. La transmission du savoir ne devrait pas s'arrêter au mur des amphithéâtres. Grâce aux éditions universitaires de Côte d'Ivoire, un enseignant peut désormais s'assurer que ses travaux, ses recherches et ses réflexions ne se perdent pas, mais deviennent une richesse pour toute la nation. Merci encore, professeur. Professeur Akalo Kakatié, directeur des éditions universitaires de Côte d'Ivoire, bon dimanche et bon retour chez vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Ce journal, vous pourrez le revoir sur les www.rti.ci. À la semaine prochaine.